Imaginez un instant. Et si l'addiction, ce n'était pas vraiment un choix? Si c'était plutôt le résultat d'un piratage, un piratage du cerveau lui-même? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger au cœur de la neurobiologie hyper complexe de la dépendance. Voilà, c'est vraiment la question de fond qu'on va se poser. On met de côté l'idée d'une simple faiblesse, d'un manque de volonté. Non, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment la dépendance est avant tout un processus biologique, un processus qui vient altérer physiquement le cerveau, qui le reconfigure et qui au final le pirate. Alors pour bien comprendre ce piratage, il faut aller voir ce qui se passe sous le capot, n'est-ce pas? On commence donc par ça, comment l'usage chronique de substances arrive à modifier la fonction cérébrale. C'est vraiment le point de départ de tout. Et le concept absolument central ici, c'est la neuroplasticité. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette capacité assez incroyable qu'a le cerveau de se réorganiser, de créer de nouvelles connexions. C'est comme ça qu'on apprend. En temps normal, c'est une force incroyable. Mais voilà, dans le cas de l'addiction, ce super-pouvoir, il est en quelque sorte détourné. Il se retourne contre le cerveau et vient renforcer justement les circuits de la dépendance. Ok, premier changement majeur, ça concerne le glutamate. Il faut voir le glutamate comme l'accélérateur principal du cerveau. Eh bien, dans l'addiction, c'est comme si la pédale d'accélérateur restait coincée au plancher. Ça provoque une hyperactivité constante, surtout dans les zones qui gèrent la prise de décision et les émotions. Tout s'emballe. Et ça, logiquement, ça nous amène au deuxième point, l'hypofrontalité fonctionnelle. Un nom un peu barbare, mais l'analogie du PDG est juste parfaite pour comprendre. Imaginez que le PDG de votre cerveau, celui qui est censé prendre les décisions intelligentes, eh bien, il est tout le temps en vacances. Il n'est plus au bureau. Résultat, la capacité à réfléchir, à peser le pour et le contre, à dire non à une impulsion, tout ça s'effondre. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Troisième changement, et pas des moindres, le fameux circuit de la récompense. Il subit une sorte de mise à jour, mais une mise à jour complètement défectueuse. Il devient hypersensible. Le cerveau ne se contente plus d'apprécier la substance, non. Il la place au sommet de tout, il la surévalue de façon massive. Et là, le moindre petit rappel, une image, une odeur, une pensée, ça agit comme un aimant surpuissant qui déclenche des envies intenses. C'est une reprogrammation totale des priorités. Et pour finir ce tableau, le quatrième point, c'est le système de gestion du stress qui est complètement déréglé. Quand la substance n'est plus là, le cerveau est littéralement inondé de signaux de stress, d'anxiété, de mal-être profond. On appelle ça la dysphorie. Et cet état est tellement insupportable qu'il devient un moteur extrêmement puissant pour retourner consommer. Pas forcément pour le plaisir, mais juste pour s'échapper de cet état négatif. Bon, maintenant qu'on a posé les bases de ce recablage, on va s'intéresser à un cas de figure particulièrement dangereux. Une combinaison à haut risque, celle de l'alcool et des benzodiazépines. C'est un duo explosif et on va voir pourquoi. Le mot-clé ici, c'est synergique. Ça veut dire que leurs effets ne s'additionnent pas, ils se multiplient. L'image du 1 plus 1 égale 5 est parfaite. L'alcool est un dépresseur du système nerveux, il ralentit tout, les benzos aussi. Mais quand on les met ensemble, l'effet sédatif est démultiplié. Et ça peut devenir vraiment dangereux, notamment pour la respiration, qui peut ralentir à un niveau critique bien plus vite que prévu. Et ça nous amène à un autre concept super important, la dépendance croisée. En gros, pour le cerveau, et en particulier pour certains de ses récepteurs, les fameux GABA-A, l'alcool et les benzos, c'est un peu la même chose. Ils se ressemblent. Du coup, consommer l'un des deux peut entretenir ou même aggraver la dépendance à l'autre. Ça rend évidemment le sevrage et tout le processus de rétablissement beaucoup plus compliqué. Ok, on a vu le problème. Le piratage, le recablage, c'est un peu sombre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Alors, voyons maintenant comment on peut, en quelque sorte, dépirater ce cerveau. Comment la science et la médecine peuvent l'aider à se réparer et à reprendre les commandes. Et là, le point de départ, la première étape, elle n'est absolument pas négociable, c'est la sécurité. Il faut bien comprendre que le sevrage de ces deux substances peut être dangereux, physiquement dangereux. C'est donc quelque chose qui doit impérativement être encadré par des professionnels de santé. Et pour ça, il y a des stratégies bien précises. Pour les benzodiazépines, par exemple, on ne va pas arrêter d'un coup. C'est une réduction très progressive, souvent en passant par une molécule qui agit plus longtemps pour que le sevrage soit plus doux, sans à-coups. Et pour l'alcool, c'est là qu'il y a un paradoxe intéressant. On peut utiliser des benzos, mais sur une période très courte et très contrôlée, justement pour éviter les complications les plus graves comme les crises d'épilepsie. Mais attention, le sevrage sécurisé, ce n'est que le début. Une fois cette étape passée, le vrai travail de fond commence. L'objectif maintenant, c'est de rééquilibrer toute la chimie du cerveau qui a été chamboulée. Et pour ça, il y a des outils, notamment pharmacologiques. Prenons 2 exemples.
D'un côté, l'acamprosate. Son job, c'est de restaurer l'équilibre délicat entre l'accélérateur, le glutamate, et le frein, le GABA. En gros, il calme le jeu. De l'autre côté, on a la naltrexone. Elle agit différemment. Elle va bloquer les récepteurs qui procurent du plaisir lors de la consommation. Ça rend le produit moins attirant et ça aide à diminuer les envies. Et enfin, le troisième grand objectif. Une fois la chimie en cours de rééquilibrage, il faut s'attaquer à la fonction exécutive. En clair, il faut reconstruire la salle de contrôle du cerveau. Il est temps de faire revenir le PDG et de le remettre aux commandes. Et c'est là que les thérapies cognitives entrent en jeu. Il ne faut pas voir ça comme de simples discussions. Non, c'est bien plus actif. Des approches comme la remédiation neurocognitive, c'est un peu comme de la kiné pour le cerveau. On fait des exercices ciblés pour réentraîner, pour reconstruire les circuits neuronaux du lobe frontal. C'est une véritable rééducation pour réapprendre à planifier, à contrôler ses impulsions, bref, à prendre de bonnes décisions. Allez, pour bien fixer les idées, on va terminer avec une comparaison directe, côte à côte. Ça permet de voir d'un seul coup d'œil les différences et les similitudes clés. Alors, regardons ce tableau ensemble. La première ligne est super importante. On voit que les deux substances ciblent les récepteurs GABA-A. C'est vraiment ça la racine de la dépendance croisée dont on parlait. Mais, petite différence notable, l'alcool a aussi une autre cible, les récepteurs NMDA, ce qui rend son action un peu plus complexe. Et puis, si on regarde le sevrage, même si la cause est la même, une hyperexcitabilité du cerveau, les symptômes peuvent être assez différents. C'est toute cette complexité qui rend la prise en charge si délicate. Finalement, ce qu'on voit à travers tout ça, c'est que l'addiction est bel et bien une maladie du cerveau, avec des causes biologiques très concrètes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant de mieux en mieux comment ce piratage fonctionne, on développe des stratégies de plus en plus fines, de plus en plus ciblées pour aider le cerveau à se réparer. Alors forcément, ça laisse une question en suspens. À mesure que notre connaissance du cerveau s'affine, quel nouveau chemin vers la guérison allons-nous découvrir demain ?